Herrera. Ephraim Herrera, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation de l'évolution du radicalisme musulman en Israël? Écoutez, on a d'abord une donnée inquiétante. Sur les 30 Israéliens qui ont été tués dans les attentats depuis octobre 2015, 7 ont été tués par des Arabes israéliens, c'est-à-dire environ 1 sur 4. Vous avez aujourd'hui des députés arabes qui déclarent que ces terroristes assassins sont des martyrs. Ce n'a pas provoqué la dissolution de l'Union des partis israéliens arabes, ni leur expulsion du parti, ni de manifestations dans les rues des villes arabes en Israël. Donc même s'il reste une minorité, ces terroristes sont le fruit d'un enseignement qui leur est donné tant dans les écoles que dans les mosquées, les médias, les réseaux sociaux. Et il faut bien noter une chose très importante. Les terroristes ne crient pas du pain du travail. Le problème n'est pas économique. Ils ne crient pas libérer la Palestine. Le problème n'est pas un problème territorial. Ils crient Allahu Akbar. Et on retrouve chez eux des textes islamiques, des pamphlets de l'État islamique. On parle d'un problème d'islam radical qui gagne du terrain chez les Arabes israéliens. C'est ça qui est inquiétant. Et alors, quand on enseigne dans les villages arabes, on enseigne en arabe, qui est une langue officielle de l'État d'Israël. Et est-ce qu'on enseigne aussi l'histoire d'Israël à ses enfants? Est-ce qu'on le fait? On enseigne aussi l'histoire d'Israël, mais le problème est fréquemment qu'il n'y a pas de contrôle du ministère de l'Éducation sur l'enseignement qui est donné tant dans les écoles que dans les mosquées. Par exemple, à Jérusalem, très fréquemment, les écoles arabes israéliennes enseignent selon le programme palestinien, qui enseigne la haine des Israéliens et qui prône le djihad. Donc on a un problème qui est beaucoup plus de l'application de l'éducation qui est donnée dans les écoles israéliennes arabes que du programme lui-même. Mais est-ce qu'on sent au niveau justement de ces genres de problèmes une différence nette ou faible des Arabes chrétiens et des Arabes musulmans? Bien sûr, les Arabes chrétiens ne participent pas à ces attentats. Les Arabes chrétiens sont pris entre le marteau et l'enclume. Parce que d'un côté, dans l'ensemble du monde musulman aujourd'hui, les chrétiens sont brimés. Si il y a 30 ans, 40 ans environ, par exemple à Bethléem, il y avait 85% d'Arabes chrétiens. Aujourd'hui, ils sont moins de 5%. Donc le seul pays du Moyen-Orient où les Arabes chrétiens sont protégés, c'est Israël. Mais ils craignent toujours en Israël d'être considérés par les Arabes musulmans comme des traîtres, et donc ils prennent très souvent des positions pro-palestiniennes et et anti-israéliennes, alors que de fait, ils savent très bien qu'ils sont protégés aujourd'hui par le gouvernement israélien. Pendant longtemps, on disait que les Bédouins étaient extrêmement fidèles à l'État d'Israël, et là, on voit qu'un certain nombre de Bédouins étaient justement parmi ces assaillants de victimes juives. Absolument. Moi, j'ai servi dans l'armée d'Israël et avec des Bédouins qui étaient parfaitement fidèles à l'État d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, dans l'armée d'Israël, servent des Bédouins et sont complètement impliqués et servent l'État d'Israël avec une grande fidélité. Mais du fait même de cette éducation qui est divulguée dans les mosquées sans contrôle de l'État, vous avez un glissement d'une minorité bédouine vers cet extrémisme islamique, et donc ils rejoignent les rangs de ceux qui commettent des attentats contre les juifs israéliens. Est-ce que là, il n'y a pas aussi le résultat d'affrontements, je dirais, juridiques entre l'État d'Israël et certains villages arabes ces dernières années, avec des destructions d'immeubles ou des empêchements de construire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part le résultat de cette opposition? Oui, on entend souvent cet argument, mais comme je vous l'ai dit, ceux qui commettent ces attentats, ce ne sont pas les arguments qu'ils évoquent. Ce n'est pas ça qu'on trouve. On trouve un appel à l'islam pour lequel, dans l'islam orthodoxe classique, la terre d'Israël est une terre qui s'appelle Dar el-Islam parce qu'elle a été conquise au 7e siècle par le calife Omar, et donc il y a un devoir individuel pour chaque musulman de la libérer. C'est ça les arguments qu'on entend. On n'entend pas qu'ils ont un problème social ou économique, bien que ces problèmes existent. Ce ne sont pas les arguments invoqués. Certains de ces assaillants
on parlait ou on a retrouvé des traces d'une certaine fidélité à Daesh. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment aussi en Israël, parmi sa population arabe, est-ce qu'il y a vraiment une prise de position en faveur de Daesh ? Oui, c'est certainement le fait d'une minorité, puisqu'on sait qu'environ 85% des Arabes israéliens sont opposés à Daesh. Mais si on analyse, par exemple, la Palestine, où on a des données positives, on sait qu'il y a 15% des Palestiniens qui pensent que ce que fait Daesh est parfaitement conforme à l'islam. Donc, on vit ensemble. Et ça touche aussi, de manière indirecte, les Arabes israéliens. Effectivement, le message de Daesh est un message clair. Il propose un projet qui est la domination politique du monde par l'islam, en utilisant la violence et en semant la terreur dans le cœur des infidèles. Ce message étant un message fort, qui a ses sources dans le droit musulman classique, attire ces jeunes et les pousse à l'action. Alors, mais par exemple, en Israël, est-ce que ces Arabes musulmans vont avoir tendance à, comme on l'a vu dans quelques cas, à essayer de passer en Syrie pour rejoindre Daesh? Vous me dites que 85% des Arabes israéliens sont contre Daesh. Pourquoi ces chiffres en Israël? D'abord parce que les Arabes israéliens voient ce qui se passe au Moyen-Orient. Ils voient leurs frères qui vivent dans des camps de réfugiés, qui s'enfuient des villes, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, avec les maladies, avec la guerre. Ils savent qu'en Israël, ils sont acceptés, ils vivent de manière avec des droits égaux, ils ont leurs représentants à la Knesset, ils ont des médecins, des avocats, ils sont représentés partout. Donc ils savent très bien que ce qu'ils gagnent, rester sous la tutelle d'Israël. Malgré cela, vous avez une minorité, mais une minorité influente, qui accepte, qui adhère au projet de l'État islamique, à savoir la domination politique du monde. Et effectivement, nous avons un phénomène de glissement qui pour l'instant reste très minoritaire, mais qui existe, d'Arabes israéliens qui rejoignent les rangs de Daesh ou qui le soutiennent. Comment les Arabes israéliens vivent l'opposition qu'il y a entre le Hamas et le Fatah? Écoutez, on retrouve une division qu'on trouve aussi chez les Palestiniens eux-mêmes. C'est bien clair, hein. Il faut bien considérer que le gouvernement de Mahmoud Abbas est un gouvernement illégitime, puisqu'il n'y a pas eu d'élection. Donc vous avez un gouvernement qui est un gouvernement qui subsiste par un putsch de facto où tout le monde est content. Les États d'Occident sont contents, Israël est content parce qu'on arrive à se maintenir d'une manière ou d'une autre avec le Fatah et avec Mahmoud Abbas, alors qu'avec le Hamas ce serait une guerre ouverte. Donc les Arabes israéliens, vous avez à peu près une même projection. On n'a pas tellement de données sur la répartition des Israéliens quant à leur position par rapport au Fatah ou au Hamas. Est-ce que vous croyez qu'il y a un glissement vers deux États palestiniens, un à Gaza et l'autre qui serait sur l'autre rive du Jourdain? Écoutez, pour l'instant, vous avez même trois États, puisque vous avez quand même pratiquement 50% de la population jordanienne qui est palestinienne. Donc, effectivement, vous avez de facto aujourd'hui trois États avec une majorité palestinienne au Moyen-Orient. Mais les Palestiniens vivant en Jordanie sont quand même fidèles a priori à la Jordanie. Sinon, ils se seraient soulevés comme en 71 une nouvelle fois. Non, ils ne peuvent pas se soulever parce que là pour le coup, la police et les services de sécurité jordaniens veillent à ce qu'il n'y ait aucune révolte palestinienne, bien qu'ils n'aient pas les mêmes droits que les Bédouins de Jordanie, ni ceux importés du Hijaz. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit, comme au Liban, d'exercer certains métiers, de s'installer, d'acheter de la terre ou des choses comme ça? Absolument. Ils sont donc des citoyens ou pas des citoyens de deuxième catégorie? D'une certaine manière, oui, absolument. Absolument. Très bien. Merci Ephraim Herrera. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire des religions, que vous avez écrit un livre, Le djihad de la théorie aux actes, qui est paru aux éditions Elkana. On le trouve encore. Merci beaucoup à vous aussi. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
C'était l'invité de Serge Achdenberg avec le concours du KKL. Le KKL.